Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler du film Hong Bak, donc de 2003-2004, je ne sais plus exactement quand il est sorti, en tout cas en France il est sorti chez nous en 2004, donc avec Tony Jaa de Pracha Pinkawi. Alors ce film c'est assez intéressant de le remettre un peu dans le contexte de l'époque où je l'ai découvert, parce que c'est une époque en fait les années 2000 où on se prenait toute la vague de cinéma asiatique. Alors évidemment moi c'était passé principalement par la culture chinoise et plus particulièrement par le cinéma de Hong Kong, avec le cinéma de Kung Fu, etc. Donc j'étais déjà tombé là-dedans, moi j'étais déjà très 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 grand fan de cinéma d'arts martiaux, de cinéma de Hong Kong, de Jackie Chan, de Bruce Lee, de Jet Li et consorts à cette époque. Donc évidemment, à l'époque, Tony Jaa était présenté comme le nouveau dragon venant d'Asie, ce qui va s'avérer en fait après coup être un coup d'épée dans l'eau. Finalement l'histoire en décidera autrement, mais je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et donc à l'époque, donc c'était voilà au milieu des années 2000, moi j'étais un lecteur assidu des écrits de Christophe Chanclot, paix à son âme, Karaté Bushido, et à tout ce qui traitait du film d'arts martiaux. Le film d'arts martiaux, c'était vraiment la grosse période qui allait de début 2000, où j'ai rencontré le cinéma de Hong Kong, jusqu'à mi-2000 à peu près. Et après, ça a été le polar hongkongais dans la deuxième partie. Mais principalement, c'était la pleine période arts martiaux. Donc le film Hong Bak était sorti en France, hein, édité, promu par Luc Besson via sa boîte de prod EuropaCorp. Donc le film était sorti dans une version différente de la version thaïlandaise, remontée, coupée, avec des musiques différentes, hein, un peu comme ce qu'avait fait René Château à l'époque quand il avait lancé Bruce Lee. Et d'ailleurs, ils ont un peu lancé, le marketing a été fait un peu pour, c'était un film qui était clairement destiné aux classes populaires, qu'elles viennent de villes, de banlieue ou de campagne comme moi, et pour en fait introduire le nouveau dragon. Voilà, c'était le nouveau dragon venant d'Asie. Donc ça prenait vraiment l'esthétique et même l'image de Hong Bak ressemblait beaucoup à une affiche à la Bruce Lee. Notamment, ils ont énormément pompé sur Opération Dragon dans la composition du poster de l'époque. Je m'en souviens, c'est un magnifique poster d'ailleurs, et le film a un peu été vendu comme ça, comme étant le nouveau dragon venant d'Asie. Moi, c'est vrai que quand je l'ai reçu, je suis allé le voir, hein, je me rappelle, ça sortait au cinéma, dans toutes les salles, je me rappelle, c'était un événement à l'époque, on en parlait partout à la télé, sur les magazines, etc. Et c'était un truc nouveau parce que moi, hormis la Chine, donc Hong Kong et puis le Japon, hein, quand j'étais plus jeune, avec tout, on avait toute cette culture en fait là, asiatique en France par tous ces mangas et tout ça. Et dans les années 2000, il y a eu la Thaïlande qui est arrivée et la Corée. Donc je découvrais aussi en parallèle le cinéma coréen qui était beaucoup plus proche en fait, qui était beaucoup plus du drame. C'était les Coréens performaient beaucoup plus dans le drame que dans le film d'arts martiaux, dans le film d'action, hein, d'ailleurs. C'est ça qui les caractérise encore aujourd'hui. Et là, ce que j'ai kiffé, c'est qu'effectivement, je découvrais la Thaïlande à travers un film d'arts martiaux, un nouvel acteur qui portait ce type de film. Donc c'était un espèce de vent de fraîcheur, c'était nouveau, c'était frais. Je découvrais un autre pays d'Asie, du Sud. Donc moi, c'est une ambiance que j'aime bien. Voilà, je l'ai déjà expliqué dans dans pas mal de vidéos. J'aime bien les films d'arts martiaux qui se passent dans le sud de l'Asie, un peu dans un climat un peu tropical. C'est pour ça que j'aimais bien aussi Hong Kong pour ça, etc. Donc moi, là, c'était encore plus dans le sud. Donc il y avait vraiment cet exotisme qui m'était proposé, qui était beaucoup plus intéressant, comparé par exemple à la Corée qui me proposait une esthétique beaucoup plus froide, beaucoup plus sanglante, beaucoup plus dépressive, et mais qui faisait des films de qualité bien supérieure que la Thaïlande. Mais la Thaïlande, qui faisait des qualités un peu moindres, me proposait effectivement une carte postale un peu plus joyeuse et une énergie un peu plus solaire. Donc c'est pour ça que j'aimais beaucoup cette vague aussi thaïlandaise à l'époque. Et donc voilà, j'ai découvert un petit peu Hong Bak comme ça. On allait le voir au cinéma avec mon frangin et tout. J'avais acheté le DVD à l'époque collector. Et c'est un film que je me repassais super souvent. C'est un petit peu voilà, toute cette période où on découvre un nouvel acteur et où on découvre un nouveau film, etc. Il y a plein de promesses derrière. Le problème, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dès le deuxième film, donc l'honneur du dragon, en fait, la hype est remontée, mais aussi rapidement qu'elle était arrivée. Enfin, la hype est redescendue aussi rapidement qu'elle était montée. C'est-à-dire que, en fait, dès l'honneur du dragon, donc Tom Yum-goong, je me suis dit, ah bah merde, en fait, j'aime pas.
et alors que j'avais absolument vénéré le Tony Jaa, ce nouveau truc, voilà, on était vraiment rentré dans le délire. Je commençais à m'intéresser au mouvement de boxe thaï, à m'intéresser à la boxe thaï. On n'avait pas tous ces trucs-là à l'époque, surtout, enfin, nous à la campagne, on n'avait pas, on connaissait déjà pas trop la Chine et les pays en dehors du Japon, mais alors la Thaïlande, la boxe thaï, tout ça, c'était un petit peu quelque chose de très 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 particulier, hein. Nous, là où j'ai grandi, il y avait des écoles de karaté et de judo dans ma campagne. Il y avait et moi j'étais dans la seule école de kung-fu de l'époque qui existait quoi, dans la région, enfin un peu dans les villages où j'habitais, dans la plaine où j'habitais. Donc voilà, pour vous dire, pour faire de la boxe thaï, il fallait aller à Lyon, qui était la ville où j'habitais à 1 heure de Lyon, donc fallait aller à Lyon pour pratiquer de la boxe thaï. Donc moi l'univers thaïlandais je le connaissais pas à part pour les restos ou deux trois conneries, mais quand on allait à Lyon effectivement. Donc c'était vraiment un truc beaucoup plus calé sur l'urbain. D'ailleurs la BO, la nouvelle BO qu'ils vont refaire pour sortir le film, va être une BO très urbaine, très rap R&B des années 2000, c'est-à-dire pas ouf, hein. Il y aura Tragédie, il y aura qui va faire la musique de fin, le fameux clip que j'ai écouté, hein, parce que j'étais fan du film et j'étais fan de la musique, et c'était une période où j'écoutais en plus du rap, mais pas de pas très bonne qualité, hein. J'en écoute plus du tout, mais à une époque j'écoutais un peu n'importe quoi, et puis après j'ai un peu affiné mes goûts avant de plus rien écouter, mais en tout cas c'était un petit peu cette voilà, cette vibes là dans la composition de la BO, de la nouvelle BO, etc. Moi j'avais vu la version thaïlandaise aussi après coup, quand internet est arrivé, qu'on avait pu choper la version thaïlandaise, et qui est effectivement avec des scènes en plus, des intrigues en plus, notamment l'intrigue de la sœur complètement camée là, qui finit par mourir dans le film. En fait on se rend compte que c'est un personnage beaucoup plus important que dans la version française. Alors après c'est une version française qui était de très bonne qualité, dans le sens où elle était très bien doublée par des très bons acteurs, ça a été vraiment fait aux petits oignons, hein, très très bien mixé. Alors, la BO on aime ou on n'aime pas, en tout cas c'était du très très bon boulot, hein. C'était vraiment une sortie en grande pompe, il y avait vraiment de la qualité dans cette nouvelle version. Mais en tout cas, voilà, donc très 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 fan du film, et avec un nouvel imaginaire qui s'imposait à nous aussi, mais ça n'a absolument pas détrôné l'imaginaire chinois et l'imaginaire du cinéma de Hong Kong, parce qu'en fait, moi je vous dis, dès le premier film, dès le deuxième film, pardon, donc l'heure du dragon, la hype est complètement redescendue. J'ai trouvé que c'était un film, alors impressionnant. J'ai pas parlé de Hong Bak. Pourquoi on aimait ça, c'est que c'était très impressionnant au niveau des cascades, au niveau des prises de risques. On sentait l'influence de Hong Kong, mais puissance 10 000. Je veux dire, Hong Bak, le premier, c'était vraiment une scène à la Marin des mers de Chine, une scène à la Police Story, une scène à la Bloodsport. Alors on sentait, voilà, il y a vraiment toute l'influence du film d'arts martiaux, mais principalement hongkongais, qui était vraiment. Et d'ailleurs, Tony Jaa disait dans sa interview qu'il était inspiré par Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li, évidemment, et que voilà, c'était aussi un petit peu sa manière à lui de surfer et de dire que c'était un petit peu le successeur. Et donc, le Dent du Dragon, c'était un peu cette continuité. Il y avait toujours des scènes de cascade de dingue. Les mecs prenaient des risques incroyables. Mais bon, déjà, Kong Bak était pas forcément le film le mieux réalisé de la Terre, mais pas honteux en termes de réal, hein. Moi, je trouve les gens assez durs des fois sur la réal de Hong Bak. C'est pas non plus la plus calamiteuse que j'ai vue dans le contexte de l'époque du cinéma thaïlandais, etc. C'est quand même assez correct. Mais c'est à des années-lumière de la maestria du cinéma de Hong Kong, bien évidemment. Et d'ailleurs, petite parenthèse, les Thaïlandais, c'était pas le premier film d'action thaïlandais. Il y avait toute une tradition du film d'action thaïlandais qui d'ailleurs s'inspirait beaucoup du cinéma de Hong Kong, avec le maître de Tony Jaa, dont j'ai pas encore parlé, mais Tony Jaa avait un maître qui s'appelait Panaritikrai, et c'était la grande légende du cinéma d'action et du cinéma d'arts martiaux thaïlandais des années 80-90, et Tony Jaa jouait beaucoup des rôles de méchants, notamment dans ses films. Donc c'était son maître, un peu comme Sonny Chiba et Hiroyuki Sanada. Voilà, c'était un petit peu le maître et l'élève, donc Panaritikrai et Tony Jaa. Et donc, bah voilà, je vais réussir à en placer une par rapport à l'honneur du dragon. J'ai été super déçu parce que, effectivement, les bastons sont toujours aussi dingues, toujours aussi prise de risque. Voilà, la prise de risque que Hong Kong ne prenait plus tellement depuis quelques années, que là, la Thaïlande voulait remettre une couche en faisant des cascades incroyables, ce que les Hongkongais faisaient plus forcément. Mais malheureusement, c'était tellement nul au niveau du scénar, au niveau de la mise en scène, au niveau de tout. En fait,
tout m'est venu à la figure et là j'ai fait un rejet complet. Voilà, mais je crois que c'était vraiment c'était 1 an ou 2 ans après. Hein. Donc ça a été voilà une mode très furtive et finalement moi je continue à regarder du cinéma de Hong Kong, à regarder même beaucoup plus même de cinéma, alors d'autres cinémas thaïlandais et du cinéma coréen, mais et puis un peu aussi japonais aussi beaucoup à l'époque, parce qu'il y avait toute cette vague de cinéma asiatique, mais Hong Kong restait numéro 1 et en plus de ça. Euh, Ça a vraiment fait démentir cette histoire sur ce que disait à l'époque Luc Besson, comme quoi, oui, Tony Jaa, c'était vraiment le nouveau dragon venant de l'Asie. Le problème, c'est qu'en fait, à l'époque, il y a un peu de temps après la sortie de Hong Bak à peu près en même temps que la sortie de L'Or du Dragon, il y avait une autre star qui commençait à exploser à Hong Kong et qui était en fait le vrai successeur de Bruce Lee, Jackie Chan et Jet Li, qui était Donnie Yen, et dont on a souvent parlé, la légende Donnie Yen, qui revenait avec SPL, qui avait fait vraiment grand bruit à l'époque, et puis surtout Flashpoint. Et d'ailleurs Flashpoint avait un peu été fait à l'époque, je me rappelle dans les interviews de Donnie Yen, etc., avait été fait un peu en réaction à Hong Bak et à Tony Jaa, pour dire non, 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 les maîtres du cinéma d'action et du cinéma d'arts martiaux, du film de baston, c'est nous, et on va le prouver au monde entier. Et effectivement, ça a pas loupé, il y a eu SPL, il y a eu Flashpoint qui a explosé, et ensuite Dragon Tiger Gate et Seven Sword, et après l'explosion atomique Ip Man, et là c'était fini, c'était terminé pour Tony Jaa, vraiment fini, et le cinéma de Hong Kong, encore une fois, a prouvé au monde entier que c'était le grand genre du cinéma de Hong Kong et c'était le film d'arts martiaux et le film d'arts martiaux chinois, c'était ça le grand genre, et que même l'Indonésie qui viendra un peu plus tard aussi avec Iko Uwais et puis dont je parlerai peut-être un jour, même ça n'a pas suffi en fait en tout cas qualitativement à détrôner le boss. Alors voilà, donc il y a eu tout ce contexte, c'était un peu dans ce contexte-là, et d'ailleurs même pour vous dire que c'était tellement pas ça a tellement duré rapide, enfin ça a été tellement rapide en fait, cette espèce de d'explosion de Tony Jaa qui a finalement été un pétard mouillé, c'est que alors il a fait un film après que j'aime quand même pas mal, qui a des qualités, enfin dont je suis pas un hyper fan, mais je trouve qu'il y a quand même des qualités. C'est Hong Bak 2, qui est pas vraiment une suite, mais qui est plutôt une espèce de préquel, enfin, c'est un truc un peu qui se passe des centaines d'années avant, sur l'ancêtre du héros du premier, je crois, un truc comme ça. Et là, qui est un film martialement très intéressant, avec des scènes d'action et d'arts martiaux très intéressantes, réalisées par Tony Jaa, et puis chorégraphiées par Panariti Krai aussi. Donc très très intéressant à ce niveau-là, et donc je le mets quand même dans les films vraiment intéressants de la filmo de Tony Jaa. Le 3 sera catastrophique, et puis après il va enchaîner avec des films thaïlandais comme le Nord du Dragon 2, et puis après vraiment ça va vraiment, sa carrière va vraiment s'éteindre en Thaïlande. Je crois qu'il va devenir moine à un moment. Moi je me rappelle quand j'étais en Thaïlande, je me rappelle j'étais en vacances et je cherchais Tony Jaa dans les rues de Bangkok, et j'avais réussi à avoir des informations, et les gens me disaient effectivement qu'il connaissait le village d'où il venait, etc., et qu'il était retourné dans son village pour devenir moine. Et donc nous on pensait vraiment que sa carrière était terminée, définitivement terminée, et puis finalement il est revenu un petit peu à quelques films, etc., mais qui n'ont pas forcément bien marché. Après il allait tourner aux États-Unis, il a fait des films un peu voilà, d'action série B aux États-Unis, qui sont pas très très intéressants, et là il a un peu une deuxième carrière aujourd'hui grâce à ça, dans des espèces de films un peu des coproductions entre l'Asie et l'Occident, voilà, un peu comme ça, mais qui sont pas non plus des films incroyables. Et c'est dommage parce que c'est un très très c'est un très très grand monsieur quand même. C'est un monsieur important du cinéma d'arts martiaux mondial. Par contre, et là c'était à la fois euh, vraiment à la fois un peu une forme de consécration, et finalement un petit peu le dernier clou du cercueil par rapport à sa carrière. Ça veut dire que il va être récupéré par Hong Kong, comme quoi Hong Kong va vraiment être, et par le cinéma chinois martial, il va jouer dans SPL 2, dont je vous ai déjà parlé. C'est probablement son meilleur rôle, hein, et SPL Paradox, donc pas la suite, mais il va reprendre un peu le même type de personnage dans la suite, et il va aussi faire Master Z, donc un des meilleurs films de Kung Fu des années 2010, un grand Yuen Woo-ping, un grand Max Zhang, dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, ça va être ces trois meilleurs films, quoi. Je veux dire, réalisés à la fois
par Wilson Yip, par Yuen Woo-ping et par Soi Cheng. Et finalement, bah, ces trois meilleurs films, c'est peut-être ces trois films hongkongais, quoi. Et donc, c'est un peu l'ironie de tout ça, c'est que il l'annonçait vraiment comme le nouveau dragon venant d'Asie, et puis finalement, bah voilà, tout ce que je vous ai dit, ça s'est dégringolé très très rapidement. Et ça a dégringolé très rapidement pour lui, et finalement, ses films les plus intéressants, c'était des films du cinéma de Hong Kong. Même si quand même, si je faisais un top 5, je mettrais ces trois films de Hong Kong, et puis Hong Bak 1 et 2, parce que quand même, je vous fais une vidéo sur Hong Bak 1, là, c'est quand même celui-là dont je voulais quand même vous parler. J'ai quand même évidemment digressé sur Tony Jaa, c'était important. Qui est quand même un acteur qui, encore une fois, je le répète, qui compte dans le cinéma d'arts martiaux, qui est quand même devenu assez culte, mais qui malheureusement, voilà, s'est fait complètement remis à sa place par Donnie Yen et par le cinéma de Hong Kong. Et en plus de ça, en plus de ça, après Donnie Yen, il y aura aussi le phénomène Wu Jing, donc qui va vraiment enterrer définitivement. En fait, ça va pas enterrer sa carrière à proprement parler, mais vraiment l'aura du nouveau, la nouvelle star des arts martiaux mondiales. Voilà, la nouvelle star des arts martiaux mondiales, ça n'aura pas lieu. D'ailleurs, ils feront SPL2 ensemble, hein, avec Wu Jing, hein, ils partageront l'affiche ensemble. Et c'est vraiment son meilleur rôle, hein. Pour moi, SPL2, c'est vraiment son plus grand film. Et donc, je vous conseille quand même de redécouvrir Hong Bak, le premier, le 2 aussi, quand même chouette, mais moi le premier, il y a quelque chose, voilà, de très affectif, et je vous avais pas encore parlé de cinéma thaïlandais sur ma chaîne. Je pense que je vais pas le faire beaucoup parce que effectivement c'est pas mon cinéma de prédilection. Je me suis refait quelques petites bombes là thaïlandaises de cette équipe là, Panariti Krai, Tony Jaa. J'ai oublié le nom du troisième larron qu'ils ont essayé de sortir là à un moment avec un film qui s'appelait Born to Fight, je crois. Un peu, alors c'était pas Tony Jaa, mais c'était un mec qui s'avait un peu vendu une sorte il y avait déjà un sous Tony Jaa déjà à l'époque, en même temps que Tony Jaa était là, donc c'est pour vous dire, mais qui faisait partie de la même équipe, voilà, mais je sais plus comment il s'appelait, il s'appelle, et j'avais vu aussi Dynamite Warrior, voilà, tous ces trucs qui sont pas très bien filmés, très bordéliques, mais qui sont quand même généreux en action, qui sont filmés comme ça dans des endroits de Thaïlande, que je trouve ça super cool de filmer en fait le kung-fu à la campagne, en Thaïlande, dans des endroits un peu exotiques comme ça. Je trouve ça toujours chouette. Moi, c'est quelque chose qui me fait kiffer. D'ailleurs, c'est pour ça principalement aussi que j'aime Hong Bak, parce que outre la découverte de ce nouveau talent martial et de ces combats incroyables et de ces prises de risques incroyables, c'était aussi le décorum, quoi. Les rues un petit peu sales de Bangkok, la campagne, la montagne, voilà, il y avait les grottes, un peu les combats de la grotte à la fin, il y avait un exotisme dont on n'était pas habitué, qui faisait plaisir. C'était une vraie petite découverte, un petit vent de fraîcheur. Mais effectivement, voilà, en termes de pur réal, c'est pas catastrophique, mais c'est pas incroyable par rapport à ce que peuvent faire les Hongkongais, c'est à des années-lumière. Mais voilà, en termes de chorégraphie, de prise de risque, c'est assez dingue quand même. Et c'était une époque où du coup Hong Kong prenait quand même moins de risques. Donc ils ont profité un petit peu de l'appel d'air. Parce que tout le monde en fait a profité de l'appel d'air, hein, à l'époque, hein, parce que c'était là vraiment la crise du cinéma de Hong Kong, les années entre le milieu des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, il y avait quand même un truc un peu particulier, hein. Il y a eu un peu 10 ans de flottement, il y a eu des très 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 grands films, et en même temps des trucs qui ont foiré complet. Et là, c'est vrai qu'il y a eu plein de gens qui ont profité de cet appel d'air et de ce vide, et les gens les Américains les ont récupérés pour ensuite les recracher. Je parle des Hongkongais, hein. Et puis il y a eu tout ce phénomène-là. Mais voilà, en tout cas, dans ma découverte moi du cinéma et de l'Asie, à un niveau, toute cette vague de films asiatiques qu'on s'est reçus dans les années 2000, ben Hong Bak a quand même sa place. Et puis c'était aussi donc l'occasion de vous parler, de vous reparler de Tony Jaa, parce que je crois que je l'avais déjà fait dans la vidéo sur SPL2, et puis de faire une petite capsule sur un petit moment du cinéma thaïlandais que
je pense que j'essaierai de creuser à l'avenir, puisque effectivement, je me rends compte, tout ça c'est une petite aparté, et c'est aussi pour ça reflète un petit peu mes choix par rapport à ma chaîne, c'est que de décennie en décennie, il y a un cinéma asiatique on va dire, qui se démarque plus que d'autres. Quand j'étais gamin dans les années 90, c'était vraiment, alors pas le cinéma, mais la fiction japonaise, avec effectivement Dragon Ball, le Club Dorothée, les mangas, les films d'animation, les séries de Sentai, tous ces trucs-là. C'était un univers très japonais, voilà, quand j'étais gamin dans les années 90. Après, Hong Kong a pris un peu la succession, donc avec dans un univers chinois plus globalement, hein, parce qu'il y avait quand même toute cette vague de films de Hong Kong, et aussi cette arrivée d'un cinéma chinois, puisqu'on était déjà dans l'ère de la post-rétrocession, et avec des films comme Tigre et Dragon, des choses comme ça. Donc il y avait tout cet univers chinois dans les années 2000. Là, c'était plutôt le cinéma chinois, mais plus particulièrement de Hong Kong, évidemment. Et puis dans les années 2010, c'était clairement le cinéma coréen. Moi, je m'en souviens, il y avait les plus grands films coréens qui sortaient, des grandes bombes coréennes. Moi, je l'avais découvert dans les années 2000 aussi, comme le cinéma thaïlandais, mais c'était vraiment dans les années 2010 où j'ai vu plein de très très bons films coréens, mais qui correspondent pas à ma sensibilité par rapport à ma chaîne et à tout ça. Donc j'ai pas forcément envie d'en faire une promotion incroyable, parce que c'est pas des films, c'est des films qui me rendent un peu dépressif. C'est pas des films très lumineux par rapport à ce que j'essaie de faire sur ma chaîne. Et puis là, ben, par exemple, le tout nouveau cinéma asiatique que je découvre et que je défriche et qui ouvre ces années 2020, bah, c'est le cinéma indien, clairement. Donc là, moi, je suis vraiment à fond dans le cinéma indien, et vous le savez, j'ai essayé de vous en parler. Je sais que les, les vidéos ont pas fait beaucoup de vues, mais je pense que ça vous intéresse pas des masses, donc je vous en parle plus trop maintenant, parce que j'ai l'impression que ça a pas encore pris. Il n'y a pas un grand intérêt encore pour ce cinéma-là, malgré le succès de RRR et de tout ça. Mais bon, j'ai l'impression que ça prend pas spécialement en France, malgré tout. Donc c'est un peu dommage. Mais je pense peut-être, alors là je fais de la spéculation, peut-être que le cinéma thaïlandais sera le grand cinéma que j'essaierai de défricher dans les années 2030, hein, voilà, peut-être que ça sera celui-là, parce que finalement, encore une fois, le cinéma chinois, japonais, indien, coréen et thaïlandais, ça fait partie vraiment des cinémas asiatiques que j'ai le plus vu. Alors, dans des échelles et des proportions différentes, hein, comme je viens de vous l'expliquer, mais et Hong Kong évidemment remporte la mise largement, mais c'est les cinq pays de cinéma que j'ai quand même le plus exploré. Un petit peu l'Indonésie et les Philippines, mais très 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 peu par rapport à tout cela. Et puis après, les autres pays, c'est vraiment très résiduel, hein, comme le Vietnam, le Cambodge, ou le cinéma du Moyen-Orient. Voilà, c'est quelque chose que je connais très 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 peu. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler d'un film thaïlandais et d'un petit film du cinéma thaïlandais qui rentrait dans la configuration de ma chaîne, qui met un petit peu ce genre de film à l'honneur. Donc voilà, j'ai été beaucoup trop long encore une fois. Merci infiniment de m'avoir écouté. Je vous invite encore une fois, si vous voulez prolonger l'expérience de ma chaîne, à vous abonner à l'extraordinaire podcast que je co-anime avec mes amis Paul Gossem et Jonathan Asia. On défriche le cinéma asiatique, le cinéma d'action, le cinéma héroïque. On parlera peut-être on reste vraiment fixé sur Hong Kong, qui est le cœur vraiment du podcast. On élargit à l'Asie en règle générale, et puis au monde. Mais par contre, on fera peut-être un cinéma hors Asie, mais encore une fois dans une vibe de film d'action héroïque, et beaucoup trop burné pour le commun des mortels. En tout cas, voilà, je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, prenez soin de vous. Donc le podcast, ça s'appelle Raging Fire Club. N'hésitez pas à vous abonner, et merci encore. C'est à
année, le gagnant est le jeune King. Ah! Cet escroc de Don nous a dérobé la tête du Bouddha Hongbak. Si nous ne la remettons pas à sa place au plus vite, ce sera la misère pour notre village. Je retrouverai la tête d'Ongbak et je la rapporterai. Rapporte ton bac. À présent, les gens de Nong Pradu ont foi en toi. Ne les trahis pas.